Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Cette semaine, l'épisode est présenté par Mike Ward, son spectacle noir, et c'est la première fois que je fais une plug. C'est probablement dans les seules fois que je vais faire des plugs parce que je suis pas très commandite, j'accepterais pas genre des compagnies puis ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais Mike m'a approché pour ça, pour faire une plug pour son show. Et j'ai accepté parce que j'ai énormément de respect pour Mike. C'est comme un peu le parrain des podcasts. Et c'est un gars qui m'a toujours encouragé dans mes projets. Il a été dans les premiers à m'écrire dans les débuts des premiers épisodes du podcast. Il me disait c'est bon ce que tu fais, t'es bon, continue, puis tout ça. J'ai demandé de venir comme invité. Il a accepté tout de suite. Super généreux, toujours été extrêmement généreux avec tout le monde dans le milieu, Mike Ward. Fait que ça me fait plaisir de plugger son spectacle noir. Pour les billets, c'est sur mikeward.ca. On va mettre les liens en dessous. Allez checker ça. Je ne l'ai pas vu, ce spectacle-là. Je vous conseille un spectacle que je n'ai pas vu, mais en même temps, moi, j'ai vu le rodage. J'étais venu au Dr Mobilo Aquafest il y a 1 an ou 2, probablement il y a 2 ans, faire les débuts de ce matériel-là, et c'était déjà très bon, puis je l'ai croisé plein de fois au bordel en train de roder des affaires, toujours été extrêmement efficace, puis je pense avoir vu à peu près le matériel de son nouveau show, et c'est excellent, les critiques sont bonnes, tout le monde dit que c'est son meilleur show en carrière, il est en nomination aux Olivier, d'ailleurs contre moi, il va probablement gagner, mais j'ai beaucoup de respect pour Mike, puis je suis bien content que c'est son plus gros show là, en ce moment, c'est le show qui vend le plus. Puis c'est bien mérité. Je sais que ça a été des périodes difficiles avec tout ce qui est allé en cours et tout ça. Fait que je suis vraiment content de son succès. Ça fait plaisir de bloquer son spectacle noir. Allez checker ça. Cette semaine, on reçoit Marc Brunet, l'auteur Marc Brunet, que vous connaissez assurément. Si vous ne connaissez pas le nom, vous connaissez ses projets. Marc Brunet, que vous avez beaucoup vu avec Marc Labrèche. La fin du monde est à 7 heures. Un grand blond avec un show sournois. Le cœur a ses raisons. Les bobos, like moi. Un auteur à succès. En fait, probablement le meilleur auteur comique au Québec. J'ose pas dire ever, là, parce qu'il y en a eu beaucoup, là, des Claude Meunier, pis ça, mais c'est tout un auteur comique redoutable, toujours très efficace. Je pense qu'il n'y a pas un projet qui a fait que j'ai pas aimé. Fait que j'étais vraiment content de le recevoir parce que c'est un gars qui donne pas beaucoup d'entrevues, est assez auteur, là, assez dans l'ombre, il aime cette position-là. Fait que j'étais content qu'ils sortent de chez eux pour venir me jaser. Puis en y jasant, j'ai réalisé que c'était beaucoup de la procrastination. Là. Il sortait de ses obligations d'écriture pour venir me jaser. Puis ça faisait bien son affaire, mais il était généreux. Puis il y a eu plein d'anecdotes sur tous les projets sur lesquels il a travaillé. Fait que c'était vraiment intéressant. Donc Marc Brunet cette semaine. Abonnez-vous au Patreon, c'est toujours possible de s'abonner au Patreon, c'est toujours apprécié si vous vous abonnez au Patreon, c'est une belle petite communauté qui encourage ce projet de podcast. Et également, je suis toujours en tournée avec mon spectacle du cœur au ventre, guillaumewagner.com pour aller checker pour les dates. Tu as vu ça? Je ne suis pas payé pour le dire, mais je le dis parce que c'est moi. Ça, hein? J'ai un peu d'intérêt là-dedans quand même. Fait qu'allez checker ça. C'est important d'encourager live les humoristes que vous aimez. Et on s'en va écouter Marc Brunet. Let's go! Marc Brunet. C'est moi. Oui, c'est bien toi. Merci d'être là. Bienvenue à mon podcast. Ça me fait grand plaisir. C'est un grand plaisir. Écoute, je suis un gros fan de ce que tu fais. Je suis un gros fan de ton travail. Arrête donc. Et mais je suis vraiment touché que tu viennes parce que j'ai pas l'impression que... En tout cas, je t'ai jamais vu à un podcast. Puis je te vois pas beaucoup en entrevue. Non, t'en donnes pas beaucoup. Le moins possible. Pourquoi? C'est une raison à ça? Parce que c'était très auteur secret dans l'ombre ou... Non, avoir l'aisance pour le faire, avoir du plaisir à le faire, je serais tout le temps à TV, j'aurais mon talk show. Ah ouais? Non, pas du tout. Mais c'est quelque chose là, qui je trouve que je suis pas bon en entrevue. J'ai pas cette facilité à m'ouvrir et à partager. Ouais, je comprends. Je le fais quand c'est nécessaire pour promouvoir quelque chose. Mais là, t'as rien à promouvoir en ce moment. Non, mais t'as été gentil, tu m'as écrit, c'était swell. Fait que, je suis en fin d'écriture de saison. Fin d'écriture, c'est tragique à dire. On finit de tourner la saison dans 2 jours et je suis encore en train d'écrire. Ouais. Toi, est-ce que c'est toi qui as fait le choix de... Quand tu termines les projets, est-ce que tu... En fait, avant de commencer le projet, est-ce que tu te dis comme ça va durer à peu près 5 saisons ou tu y vas au feeling ou tu sens... je suis un peu épuisé? J'y vais au feeling. Ouais.
Les derniers shows, je teste toujours avec Marc Labrèche. Ouais. Marc se tend avant moi. Je comprends parce que lui, il est devant la caméra. Ah ouais, c'est lui qui dit C'est ça. Ce que moi me prend 4 heures à écrire. Lui, faut qu'il prépare avant, qu'il prépare après, pendant. Il se tend à plus vite que moi pour ces choses-là. Mais en général, 3 saisons, c'est mon max. Fait qu'il y a des projets que tu aurais continué, mais que Marc a fait comme, regarde, j'ai d'autres choses à faire. Là. En général, c'est comme un accord. Moi, je comprends. Peut-être que lui, pas sûr. Pour me rendre compte après que finalement, il avait raison. Ouais. C'est ça. Ouais. Un que j'aurais continué, mettons, c'est le cœur a ses raisons. Ah ouais, t'aurais continué ça, mais différemment. Ça aurait pris une autre tournure. Et c'est drôle parce que ce que j'avais prévu pour la nouvelle tournure, pour le cœur a ses raisons, c'est un peu ce que ma prochaine série va être. Okay. C'est une espèce de télé-réalité sur les coulisses de l'industrie et de la vie de ces gens-là qui sont devant les caméras. Ouais, écoute, tu peux-tu élaborer un petit peu plus sur ton nouveau projet? Parce que j'ai de la misère un peu à saisir, mais en même temps, je vais prendre une petite gorgée. De ce que je comprends, toi-même, c'est pas complètement... c'est pas écrit encore, là, tu sais. Je commence à l'écrire là, bientôt, tout bientôt. C'est une parodie d'une télé-réalité. OK. Quel type de télé-réalité? Des Kardashians, etc. Ce genre de truc-là, OK. Et dans la fausse vision de jeunes et de leur vie affective. OK. Ce qu'on retrouve un peu dans le OD, mais sans l'aspect compétition. OK. Des influenceurs, des jeunes beaux gens. C'est vraiment influenceurs. Okay. C'est des influenceurs qui partagent leur vie devant les caméras avec une espèce de productrice tirant un peu maternelle, inspiré de... Est-ce que c'est quelque chose qui j'allais dire qui t'influence, mais qui t'inspire beaucoup, les influenceurs? Est-ce que c'est quelque chose que tu as de la misère à comprendre, ou qui te fascine, ou que tu juges? Je sens que... En tout cas, moi c'est quelque chose qui me dépasse personnellement, puis je suis jeune, tu sais. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes, tu te dis juste comme, il y a du bon matériel là-dedans? Ah, mais le matériel, c'est extraordinaire, mais moi, je vois ça vraiment d'un œil... je surfe avec ça. C'est ça qui est ça en ce moment, c'est ce qui s'en vient, c'est notre réalité. Ceux qui disent, ça va faire son temps... Non, ça va se transformer. La télé, c'est en train de se transformer. Personne ne sait exactement quelle forme ça va prendre. On a une meilleure idée maintenant comparativement il y a 5 ans, il y a 10 ans, où tout le monde n'était pas trop certain, puis essayait des choses. Là, on voit vers où ça s'en va. La télé-réalité et les influenceurs, c'est quelque chose qui va se fondre avec tout ça, tout le divertissement, la télé, etc. Là, c'est comme des espèces de routes qui se dirigent vers d'après moi, là, quelque chose. Mais qui partent de la même place, à quelque part, je veux dire. Les influenceurs, c'est qu'ils veulent être des vedettes, puis ils ont trouvé leur autre voie, une espèce de voie alternative. Ils disent, on n'est pas obligé de passer dans la petite boîte, mais c'est pour y revenir, finalement, éventuellement. Ben, écoute, il y a comme une espèce c'est aller à l'essence même de la célébrité. Oui. C'est vraiment ça. Tu sais avant ça, comme on n'a jamais eu les moyens ou le guts de le faire. Moi, là, je veux être connu. Ouais. Skippons tout le reste, ça m'intéresse pas. Parce que je suis connu. That's it. Ouais. C'est fascinant en soi. Ça fonctionne. Ça fonctionne, mais comme tu rends... OK, finalement, c'est ça que le monde veut. En partie, là, encore. Mais cette espèce d'aller à l'essence de la célébrité même, là, t'es juste connu parce que t'es connu. Je pense que c'est ça qui me dépasse, en fait, quand j'y pense, parce que, tu sais, moi, je veux dire, je comprends le concept des gens connus, puis il y a des gens que j'admets, puis tout ça, mais ça part toujours d'un talent, je sais pas, un musicien, un écrivain, puis tout ça, le travail, je le trouve tellement énorme que je suis en admiration, puis je mets ces gens-là sur un piédestal que des fois, je devrais peut-être pas, mais c'est ça pour moi, quelqu'un de connu, tu sais. Puis là, on peut skipper ça, puis juste admirer quelqu'un parce qu'il est connu. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment... mon cerveau n'a pas réussi à grabber ça encore. Mais en même temps, il faut le prendre pour ce que c'est. Il y aura toujours la place pour les écrivains, pour les auteurs, pour les acteurs, pour les musiciens. C'est autre chose. C'est une autre bébite complètement. Et c'est fascinant parce qu'en même temps, il y a quelque chose qu'on est en train de le découvrir parce que ça se fait devant nos yeux. Là. Il n'y a pas d'autres générations avant où ça s'est fait, où ces personnages-là, à un moment donné, c'est très éphémère ce qu'ils vivent. On n'est même pas rendu à... Les influenceurs sont plus hot, sont passés. Tu sais, les Kim Kardashian dans 15 ans, c'est où dans 20 ans? Même ici, le P.O. Baudouin ou
qu'est-ce qui arrive avec ça dans 5 ans, dans 10 ans? C'est quoi ta carrière? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi... comment tu payes tes billes? Tu sais? Ouais. Parce qu'à un moment donné, même le personnage que tu te crées, au départ, faut qu'il y ait une espèce de proximité avec les gens. Oui. Je vis ça. Je suis allé voir telle pièce de théâtre. Je suis allé faire tel voyage. Ou j'ai tel événement ou quoi que ce soit. C'est le fun parce que je suis comme vous autres. Ouais. C'est pas longtemps après, quelques années. Non, t'es plus comme nous autres pantoute, là. Il n'y a plus de lien commun du tout. Fait que j'ai hâte de voir ça. Les Kardashians, c'est intéressant pour ça, parce qu'ils sont rendus dans une autre sphère c'est totalement. Ça. Ils n'ont jamais été comme personne, en fait. Exactement. Mais c'est un freak show qu'on admire, tu sais. Puis on fait encore semblant qu'on chicane avec sa sœur parce que... puis pour des raisons niaiseuses. Puis non, c'est pas ça, vos vies. Là, ce qui était au début attachant parce que, mon Dieu, on voit un petit peu leur vraie vie, là, c'est vraiment rendu de la mise en scène et de la scénarisation totale. Là, mais j'ai l'impression aussi que les influenceurs de plus bas niveau, là, si je peux me permettre de m'exprimer comme ça, c'est qu'il y a une espèce de démocratisation aussi de la vedette, là, c'est que tu suis ça puis t'es comme, je peux moi aussi dans le fond, là, tu sais, j'ai pas besoin d'avoir un talent, c'est pas si compliqué que ça, faut juste que je mette beaucoup de travail, je feed ça le plus possible, puis j'imagine que c'est ça qui inspire les jeunes, parce que c'est beaucoup des jeunes qui sont là-dessus, tu sais. Il y a l'attrait aussi de... Je pense qu'il y a beaucoup d'attrait de ça aussi. Regarde, si lui peut... Moi aussi, je pourrais faire ça. T'sais. Moi aussi, je pourrais être intéressant. Ouais. Mais pour vrai, et je dis ça sans aucune admiration ou quoi, là, mais les vrais bons influenceurs, ils travaillent fort. T'sais. Ah non, mais ça travaille fort. C'est de la grosse job. Ils sont en représentation 24 heures par jour. C'est une prison. C'est vraiment une prison. Et il n'y a rien qui n'est pas analysé dans le contexte de comment est-ce que je pourrais mettre ça de l'avant pour attirer des clics. Puis mais c'est vraiment une prison, t'as plus de vie, là. C'est vrai, ça me fait penser, il y a eu une espèce de petite série documentaire sur les influenceurs. Tu l'as-tu vu? C'est un peu ça qui a inspiré... Non. Ce qui a inspiré, moi, c'est vraiment C'est Like Moi, que le fait de traiter du sujet, je me rends compte que c'est riche. Puis que c'est Non, c'est un sujet extrêmement riche, mais c'est ça, il y a une petite série documentaire. C'est peut-être à Vrac. Il y a eu ça à Vrac. C'était les dessous de, mettons, Elisabeth Rioux, Alicia Moffett, puis tout ça. C'était fascinant. Faudrait que je la regarde. C'était beaucoup de travail, effectivement. Là, tu voyais au jour le jour, puis c'était quoi leur vie, puis tout ça, mais ça avait l'air d'une prison. Là, c'était comme... je pense que c'est Elisabeth Rioux, justement. Là, elle a des maillots de bain. Fait que c'est partout dans le monde aussi qu'il y en a en vend. Fait que là, elle se mettait des alarmes sur son téléphone pour se réveiller la nuit pour poster des affaires parce que dans tel pays, c'est à ce moment-là que c'est le plus payant de faire un post. Fait qu'elle se réveillait la nuit constamment, faire des posts. Elle était prisonnière de sa vie. Mais c'est ça que tu donnes un petit morceau de ton âme tout le temps. C'est les couvertures c'est un petit peu la version high-tech des couvertures de magazines des acteurs, des actrices j'ai été passer 2 semaines à Cuba et voici les photos. Tu sais, c'est le prototype de... Voici c'est pas nouveau, dans le fond. Morceau de ma vie. Voici, mais là, on est rendu. Regarde, prends ma vie au complet. Let's go, là. Peu importe ce que tu veux, je te le raison, là. Qui suis-je pour juger? Ouais, ben c'est ça. Qui suis-je pour juger? Marc Brunet. Ouais, mais c'est ça, je voulais te poser ta question-là, justement, parce que je trouve que c'est une belle qualité que t'as, que t'es capable de rire de certaines réalités, mais sans... Oui, tu juges, mais je sens qu'il n'y a pas... Je sens que tu te mets pas au-dessus de ça. Je sens que tu essaies de trouver les qualités comiques là-dedans, mais sans te dire, gars, moi j'ai compris, ça devrait pas être comme ça. Juste accepter cette réalité-là puis la rendre d'une manière comique. Ça te demande-tu un effort ou c'est naturel? Ben... Y a-tu des moments où tu te dis comme non, là, je suis en train de les juger puis de les trouver trop épais puis c'est pas correct? Ben ça fonctionne, le juger puis trouver trop épais, oui. Quand tu fais vraiment de la parodie de gens qui existent, là, tu sais. Ouais. Et là, c'est très, très facile de déraper. Ouais. Puis, je veux dire, je m'en cacherai pas, je l'ai fait pendant des années. Puis, pas besoin de gratter très, très loin. On va voir dans 3600 secondes d'extase, il y a des affaires, c'était pas toujours très, très gentil avec les gens. Par contre, on n'allait jamais dans le personnel. Tu restes toujours dans ce qui est dans le domaine public. Ouais, mais c'est très caricatural aussi. Souvent, là, on exagère, on beurre épais parce que ça devient ça la joke aussi. Là. Exact. Puis il y a le talent de Marc aussi là-dedans pour rendre ça plus grand que nature. Il va détruire des gens, puis en même temps, mais qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est une caricature. Comme je dis, Marc est un piètre imitateur, mais un caricaturiste de génie. Il va faire quelque chose, ça n'a rien à voir avec la personne, puis en même temps, oui, c'est ça. Tu la reconnais, puis...
comment une personne peut dire il n'a pas été fin avec moi en faisant ça, ça te ressemble même pas. Oui, mais tout le monde voit bien que c'est toi. Ouais. Mais, il y a beaucoup de respect pour Marc là, à travers les années. Il y a de l'expérience. À raison. Là, c'est quelqu'un qui peut s'en permettre un petit peu plus. Que j'admire beaucoup pour son talent. Ouais. J'en ai profité. Je l'ai nourri. Fait que, regarde, je n'ai que du bien à dire. Mais alors, pour en revenir à ce que tu disais, à un moment donné, il y a comme une espèce de lien commun dans tout ça. C'est que, regarde, les gens font tout ce qu'ils font pour les mêmes raisons tout le temps. Ouais. C'est je veux être aimé, je veux de la sécurité, je veux être heureux. Je veux être heureux, je veux être en sécurité pour le futur. C'est toujours les mêmes raisons. Ouais. Fait que c'est plus difficile après ça de varger dessus quand tu te dis, garde, finalement, c'est sa façon à elle, c'est sa façon à lui. C'est pas la tienne, mais c'est la sienne. C'est ça. Ouais. C'est ridicule, il y a moyen d'en rire, mais en même temps, au fond, c'est toujours les mêmes choses qui drivent la personne. Même chose que moi, même chose que toi. Fait que quand tu respectes un petit peu cette espèce d'humanité-là dans tout le monde, tu peux rire, mais en même temps, il y a une espèce toujours de petite d'attendrissement par rapport à... Ouais, je comprends. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose de conscient là, quand j'écris... Okay. J'imagine qu'aussi, il y a eu des moments dans ton écriture où que tu peux te juger toi, tu peux avoir de l'autodérision par rapport à toi, un certain recul par rapport à toi. Ouais. Est-ce que, justement, je me demandais, les bobos, y a-tu de ton entourage qui sont bobos, ça vient-tu d'amis, ça? Ou, Ben, c'est comme... Tout ce qui est plus social, mettons les bobos like moi, c'est mon entourage. On travaille dans le même milieu. C'est un milieu de gens qui ont, en général, ou au niveau où on est, qui ont quand même des moyens financiers, puis qui sont relativement connus. Fait que souvent, tu t'écoutes dans les conversations, puis mon Dieu, que ça s'adresse à personne d'autre que les 3 personnes qui sont ici en ce moment. Et tu peux pas t'empêcher d'en rire à un moment donné, puis des références pointues, puis des préoccupations comme « Mais non, il n'y a personne dans la Terre à part de nous autres qui se préoccupe de ça. » Ceci dit, les bobos de Montréal se transposent partout sur la planète. Oui, ça c'est sûr. Des déclinaisons différentes pour tout le monde. Mais c'est mon entourage. Puis comme, like moi, en travaillant en télé, à tous les 6 mois, tous les ans, il y a une nouvelle équipe qui rentre. Fait que je me retrouve toujours... Moi, je vieillis, puis mon équipe reste toujours... Un certain niveau une partie de mon équipe reste toujours à 22, 23, 24, 25 ans. Puis là, moi, je suis rendu à 56 ans, puis cette gang-là, sont encore là. C'est des nouveaux mondes, mais c'est toujours... Et leurs préoccupations changent, et leur façon de vivre change, et leur façon d'exister change au fil des ans. Fait que tu étais sensible à ça. La gang qui était là il y a 10 ans, qui maintenant ont 35 puis 40 ans, puis qui ont des enfants, c'était pas leur préoccupation quand je les connaissais. À ce temps, OK, t'as 30 ans, t'as encore une coloc. Puis tu vas en avoir une longtemps. Hein? Oui, les situations ont changé au fil des ans. Puis moi, je le vois pas, mais c'est une réalité puis c'est pas... Mais j'ai l'impression que toi, t'as vraiment un regard d'observateur. J'imagine que dans les parties ou quoi que ce soit, t'es celui qui est à l'extérieur, qui prend des notes dans ta tête. Je suis celui qui n'est pas au party. Ah ouais, carrément, t'es pas là. Mais il faut que t'observes quand même, tu sais. Mais j'ai l'impression que tu tiens vraiment au courant. Je pense que j'ai reçu Philippe Audry, la rue Saint-Jacques, qui me disait que tu étais vraiment au courant de ce qui se passait. Tu suivais à peu près tous les humoristes, tu écoutais tout ce qui se faisait. Tu étais vraiment celui là, qui était le plus... Tu n'étais pas déconnecté. Là. Au niveau de ce qu'on fait de l'humour, j'ai pas de nostalgie, moi. Ce que j'aime, c'est le bon monde qu'ils font en ce moment. Okay. C'est ça qui me... J'ai été voir Yannick Demartino la semaine passée, avec qui je travaille depuis 2 ans, puis j'ai super eu du fun, puis c'est nouveau, c'est différent, puis je me reconnais là-dedans, je reconnais ses propos, puis c'est pas « Ah, mon Dieu, moi, j'aurais pas fait ça de même. » Non. C'est important pour toi de te renouveler, de ne pas rester pogné dans tes vieilles affaires. C'est même pas une décision volontaire. C'est quelque chose que, naturellement, je me fatigue vite, je me tanne vite. C'est pour ça que, comme on en parlait tantôt, généralement, mes projets télé, ça dure 3 ans. Ouais. Je me verrais pas faire quelque chose pendant 10 ans. Non? Je mourrais, là. Ouais. Là, je termine, like moi, c'est sa 5e saison. Son maximum, ça? Oui. Ouais. Pas d'épisode en longévité. De saison, ouais. Parce que, tu sais, comme la fin du monde est à 7 heures, on faisait 180 épisodes par année. Non, Mais ça, la dynamique était tellement différente.
t'embarquais dedans, puis ça roulait tout seul. Ouais, ça, je suis bien intrigué. La fin du monde est à 7 heures. Comment ça fonctionnait? Il y a eu Bruno Blanchette qui est allé il y a pas si longtemps sous écoute, puis il a parlé de comme il écrivait des affaires genre 1 heure avant. Là, c'était un Bruno, j'ai entendu le podcast à Mike. Ouais. Bruno a exagéré. Ouais, j'imagine qu'il exagère un petit peu. J'étais comme, oh, garde-toi, là. Tu beurres un peu. À 6 heures, il m'appelait pour que je fasse 5 minutes. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Tenez-vous le pour dire, vous l'avez entendu C'est ici. ça, voilà. Il a peut-être romancé un petit peu, mais... l'après-midi, par contre, ça arrivait dans l'après-midi, on est dans la marne, ça prend quelque chose, puis Bruno était toujours extrêmement trooper, puis prêt à n'importe quoi, là. Mais comment ça se passait au jour le jour? Je veux dire, j'ai l'impression que c'est de la job, là. C'était à tous les jours, puis bon, t'avais tes fins de semaine, là, quand même. Là, mais en même temps, il y avait une... Tu sais, c'était juste avant l'Internet. Ouais. Littéralement, on prenait nos nouvelles, on recevait les journaux le matin. Fait que, de quoi on va parler dans le show d'aujourd'hui? On lisait la presse, on lisait le Devoir, le Journal de Montréal, on choisissait des sujets. On était 2 auteurs. Il y avait Richard Goyer, il y avait moi. Il y avait... Juste 2? Oui. Mais par contre, les Bruno étaient complètement... ils écrivent leurs affaires aussi, moi, je comprends. On n'avait rien à voir avec ce qu'ils faisaient. Nous autres, on s'occupait de ce que Marc faisait. OK, that's it. OK. Ouais. Mais Bruno, Jean-René, Masbou, ils faisaient leurs propres affaires, on s'en occupait pas du tout. À part le matin de discuter les sujets. On s'en va où? Fait qu'à 8 heures, on lisait les journaux, on avait une réunion. Ensuite, on se mettait à écrire le reste de la journée. Les gens qui faisaient des topos partaient, faisaient leurs topos, qui montaient dans le char, dans le camion, et à 7 heures, on était en onde. Est-ce que ça devait être extrêmement stressant, la mise en onde? Là? Je veux dire, tu sais pas trop comment ça va tomber, cette affaire-là. Quand t'es dedans, c'est tellement une dynamique du quotidien que tu te poses aucune question. Là. Ça marche, on ne sera pas prêt. OK, fuck ça, on va faire ça. Ah ouais. Il n'y a pas de discussion, puis on devrait-tu faire ça? On n'a pas le temps. Fait que ça donnait, puis ça donnait ce que ça donnait. Il y en a eu des très, très bons. Puis, heureusement, la plupart étaient bons. Il y en a eu des très mauvais aussi. Ouais, mais le lendemain, c'est oublié. On pense à autre chose, puis on peut se reprendre aussi. C'est la beauté de ça que ça finit, ça, on leur fera pas. Mais le show était conçu sur cette espèce de dynamique du quotidien où on arrivait le matin, on savait pas ce qu'on faisait, puis à 7 heures, on avait un show d'une demi-heure. Ouais. Puis la vibe était un peu ça aussi, dans l'animation, puis ça, c'est un peu on sait pas trop ce que ça s'en va. Ah, c'est mauvais ce que tu fais en ce moment, mais c'est drôle parce que c'est mauvais. Tout ce qui était mauvais était assumé à 400%. Je veux dire, quand Marc était drôle, on rit. Tu t'entendais l'équipe rire. Quand il se pétait à la gueule, on hurlait de rire, puis on nous entend, tu regardes les vidéos, tu nous entends très, très clairement. Il n'y avait aucune gêne de « Hostie, c'est poche, ce qu'on est en train de faire là. » Puis Marc qui assume, puis qui est devant la caméra, puis qui travaille fort, puis que... Mais c'est ça. Fait que, le fait d'assumer aussi que c'est un show c'est pas n'importe quoi, mais c'est une espèce de show qui permet tout en même temps, là, puis d'assumer que des fois, c'est moins bon, puis des fois... Et tout peut arriver en même temps. Là, il y a tellement de talents qui se sont mis au monde avec ça, c'est fou. Là, même Marc, je veux dire, il faisait déjà des affaires, il était super talentueux, puis ça, mais là, on a découvert que, OK, ce gars-là, il servait sur une scène, il est vraiment drôle. Absolument. Puis je veux dire, tu as parlé Jean-René Dufort, Patrick Masbourian, Isabelle Maréchal, Bruno, on a parlé tantôt. Mais puis même derrière la caméra, la productrice, c'était Dominique Chaloux, qui était à la programmation de... Dominique Chaloux, OK. C'était sa première job de production. Sérieusement? Exactement. C'est drôle. Fait que c'est elle qui m'a engagé pour ça. T'as plein de... Moi, il y a des gens avec Isabelle Garneau, qui était assistante à la réalisation, c'est ma réalisatrice maintenant sur Like Moi, qui a réalisé une partie du Cœur à ses raisons, qui a réalisé 3600 secondes. Ouais. Fait que vraiment et en avant et derrière la caméra, c'était... Mais j'imagine que, tu sais, quand l'émission a commencé, tu sais, il y avait beaucoup de talent là-dedans, mais tu sais, beaucoup de gens qui avaient jamais rien fait ou presque, là. Ben, Est-ce que tu faisais comme, Jean-René, t'as même pas supposé être en ondes. Il était recherchiste. Ah ouais, OK. Puis au bout d'une semaine, ces présentations de topo à l'équipe étaient plus drôles que ce que ça donnait en ondes avec d'autres mondes. Fait que, regarde, fallait toi-même. Ah ouais, il écrivait pour d'autres, OK. Ouais. Ah ouais. Puis à un moment donné, c'était comme fais-le toi-même, ça va être plus drôle. Mais est-ce que tu disais, toi, en écrivant, puis ça, ça, tu même en télé, j'imagine, on travaille avec des, tu sais, même si le monde pas connu, ils se débrouillent quand même bien, mais dans le fond, c'était beaucoup des gros talents, là. Tu sais, tu aurais pu choisir. Est-ce que tu avais ton mot à dire sur le choix des personnes? Ou, on avait tous, c'était très collégial comme façon de fonctionner. Tout le monde, au niveau de l'équipe, avait son mot à dire. On finissait tous par s'entendre. Ouais. Je te dirais qu'au niveau décisionnel, c'était Marc, Richard Goyer et moi là, qui décidaient de la direction du show et qu'est-ce qu'on va faire.
Pas pour les topos des reporters, mais pour le show en général. Ouais. Tu sais, comme le show s'est transformé au fil des ans, c'était plus nous trois avec Dominique Chaloux qui avait décidé ça. Je pense que la nature de ce show-là a fait que il y a eu une espèce... Ça s'est épuré au niveau des... Parce qu'au début, il y avait beaucoup de collaborateurs. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à travailler à ce rythme-là et de cette façon-là. Fait que ce qui restait à la fin... C'était la crème. Après 3 mois ou 6 mois, 3 mois, c'était ceux qui étaient capables de toffer ça puis de produire. Ouais. Alors que t'as ça prend un talent, là. C'est pas par hasard que tu peux arriver à faire ça. Exactement. Là. Fait que, un talent ou une faculté de travailler dans ces conditions-là. Ce talent-là, en tout cas. C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui ont participé aussi, puis que c'était comme moins leur tasse de thé, mais qu'ils ont des carrières extraordinaires aujourd'hui. Là. Est-ce que tu as beaucoup appris, j'imagine, en travaillant là-dessus? Cette manière de travailler, là, ça t'est utile encore? Pas le cœur à ses raisons, mais la fin du mois est à 7 heures, c'est la meilleure école que j'ai eue de ma vie. Là. Vraiment. Avant ça, j'avais fait de la radio. Fait que j'étais quand même habitué au rythme t'avais fait du quotidien. Mon Dieu, je faisais les midis fous à C'est quoi? Avec, l'écriture de radio, ça a l'air d'être quelque chose. J'ai jamais fait ça, mais ça a l'air... Mais en même temps, c'est une gymnastique extraordinaire. J'imagine. Qui m'a préparé pour la fin du mois est à 7 heures, que quand tu arrives, tu sais pas ce que tu vas faire, tu as un show dans 2 heures, puis ça te prend du stock. Ouais. Fait que, à la mesure de ce que ça donnait pour la radio, mais j'étais quand même, j'avais Anthony Cavana, Jean-Michel Anctil, François Morancy, André Robitaille, une gang, c'est le fun. Ouais. Mais l'expérience était le fun. Le résultat, tu peux pas avoir plus fast-food que ça. Oui, non, mais c'est la radio, c'est ça le concept, là. Mais ouais, j'imagine que c'est ça, la discipline, ça a l'air extrêmement important pour un auteur, là. Livrer des textes, là, surtout en télé, surtout en radio. J'utiliserais pas le terme discipline, non? Mais... productivité. Productivité. Parce que la discipline, c'est, comme je te dis, on tourne le dernier épisode, les derniers sketchs de Like Moi dans 2 jours, puis ils sont pas écrits encore. Là. Ah ouais? Fait que... c'est qui? C'est Philippe Audry qui m'a justement parlé de ça par rapport à toi, qui me disait, Marc, lui, il dit qu'il aime pas écrire, il aime pas ça tant que ça, mais qu'il faut qu'il le fasse, tu sais. C'est vrai, ça? Mais c'est pas le fun, écrire. Pour vrai, là, tu sais... Ben, c'est souffrant. Il faut que tu t'installes, puis il faut que ça sorte, puis des fois ça sort pas, puis tu vas prendre une marche. Le plaisir d'écrire, c'est quand t'as fini. Ouais. J'ai fini. C'est correct. C'est ton petit buzz, c'est ton petit... Mais pendant, là, avant et le pendant, c'est pas le fun. Il n'y a pas de moment où t'es comme « Ah yes, à matin, j'ai carte blanche, ça va être en ondes, c'est merveilleux, puis let's go. » Non, jamais? Non. Ah ouais? Le plaisir, c'est quand tu sens que t'es sur une lancée, puis que, OK, ça veut dire dans 1 heure, j'ai fini. C'est ça le plaisir. Ah ouais. T'as-tu entendu, parce que là, Yvon Deschamps a fait un autre tour de piste, là. Ouais. Puis il a donné une entrevue, je me rappelle plus, je pense à Radio-Can, il a donné cette entrevue-là, puis il disait que lui, il avait toujours détesté écrire. Il détestait ça, mais il se disait comme, ah, regarde, sais-tu quoi, à ma retraite, à un moment donné, j'écrirai un livre, puis pour le plaisir, puis ça, puis il a réalisé, j'ai jamais de plaisir à écrire. Non, c'est pas le fun. C'est épouvantable, puis c'est probablement une des plus grandes plumes là, de l'histoire du Québec. Il déteste écrire. Je comprends parfaitement. Fait qu'il faut s'obliger à quelque part. Toi, est-ce que tu t'engages dans des projets en disant, gars, je vais me lancer là-dedans, puis je vais être obligé de le faire? Ben oui. Toujours. Carrément. Toujours. C'est comme ça fonctionne. Non, mais c'est vrai. Je présente des projets pour mes projets. C'est plus qu'embryonnaire. Là. Ça va être ça. Le Like Moi, c'était ça. J'avais rencontré... c'était Dominique Chaloux, d'ailleurs, c'est ce qui a aidé un peu, là, qui me connaissait beaucoup. J'ai dit, regarde, ça va être des sketchs sur les millénarios, sur leur recherche d'amour et d'acceptation. C'était ça. That's it. C'est ça. Puis on dit, let's go, voici le chèque, vas-y. Ouais. Ben non, mais dans la mesure où il y a quand même les années d'avant qui... Non, mais je sais. Non, mais t'as mais une certaine... Non, c'est pas le fun d'écrire. Ouais. J'ai une fascination pour les auteurs. Tu vois ça sur Facebook souvent, qu'ils sont heureux à écrire. Ils ont besoin d'écrire. Moi, là, j'ai besoin d'écrire pour vivre. Fuck it. Donne-moi 10 millions. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Affecte-toi. Ouais, je comprends ça. Moi aussi, je suis là-dedans. Non, mais ceci dit, j'apprécie beaucoup ce que je fais. Puis je sais que je suis dans une position privilégiée.
Puis j'ai du fun avec les gens avec qui je travaille, tout. Ouais. Mais l'exercice d'écriture, c'est pas agréable. Fait que toi, t'auras jamais ça, là, ton petit projet, le plaisir, où tu t'écris ton petit roman on the side. Mais non, mais mes projets plaisir, j'ai fait. Là. Ouais, non, mais je comprends, mais dans le sens ça. que, ça, je sais que ça me donnera jamais rien, mais c'est parce que j'aime tellement écrire ce petit truc-là, mon petit roman, ou je sais pas quoi, un film, ou whatever, t'as pas ça, là. Non, tant qu'à faire un film, je vais le faire pour que le monde le voit. Là, ouais, je comprends. Non, mais j'ai pas cette... Non. Non, mais c'est parce que j'avais entendu Les Bougons, c'était né comme ça, là, ouais. Jean-François Mercier, puis François Havard, il écrivait ça pour le plaisir, il s'envoyait ça, puis il disait, ça sera jamais en ondes, puis ça, mais qui fait ça? Jamais! J'écrirais pour le plaisir! Ben, c'est ça. Ouais. Ben non, mais tout à fait, j'écris pas pour le... Ben non, le plaisir est pas dans l'écriture, le plaisir est dans... Le résultat, puis les gens avec qui je travaille, puis ça, c'est vraiment, c'est un grand bonheur. L'écriture en soi, c'est pas le fun. Mais c'est au même titre que, regarde, mets ça sur comme un athlète olympique. C'est pas le fun de s'entraîner, là, tu sais. Non, ça c'est clair. chiant, puis tu le fais tous les jours. Ouais. Puis ils n'ont pas de fun à s'entraîner. Je m'en vais m'entraîner aujourd'hui. Non, pas tout. Ouais, mais j'ai entendu beaucoup d'athlètes olympiques, des athlètes en général, dire qu'il faut que justement tu te fasses à croire que c'est le fun. Tu sais, que tu viennes à aimer cette espèce de souffrance-là, parce que sinon, il faut que tu crosses ton cerveau. Là. Ben oui, je peux comprendre le besoin de le faire, mais je l'ai jamais fait. T'as-tu une routine d'écriture? Non, c'est catastrophique. C'est le chaos total. Total. C'est n'importe quoi? C'est n'importe quoi, n'importe quand. C'est toujours à la dernière minute. C'est les fins de semaine gâchées à me dire, OK, regarde, vendredi soir, là, je fais 3 heures. C'est ce qui garantit. Je sais qu'est-ce que... OK, il est rendu 10 heures. Demain matin, samedi, là, je me lève à 6 heures. Je me lève à 6 heures de ma vie. Puis je travaille 4 heures, 6 heures. C'est-à-dire qu'à 10 heures, j'ai fini. C'est extraordinaire. Là, bien sûr, je me lève, il est 10h30. Fait que, OK, cet après-midi. Là, rendu à 1h l'après-midi, il est rendu trop tard parce qu'après ça va être 3 heures. Faut que j'aille chercher du fun. Là, ensuite, samedi soir, là, je fais rien. Là, je vais rester chez nous. Mais je sais ça. Que tu vas faire ça. Mais j'y crois encore. Okay. Le plus sincèrement du monde. Et il y a un petit buzz à ça. Quand tu repousses un deadline, l'acceptation que tu vas le faire demain, là, je viens de me donner congé. Petit high là, que ça te fait, là, ça, je peux te dire, je suis un petit peu addict à ça. Moi, j'adore ça aussi. Je l'ai fait encore ce matin. J'avais un sketch, puis je m'en venais ici, puis j'avais prévu que j'écrivais 3 heures. Je me suis pas levé pas tout à l'heure pour écrire 3 heures. Et à 10h30, j'ai décidé, j'aurais pas le temps de finir, mais en arrivant chez nous tantôt, je vais le faire. J'ai eu mon petit... Fait que t'es un grand procrastinateur. Oui. Est-ce que t'es genre d'écrire la nuit justement pour ça? Parce que moi, c'est souvent ça parce que t'es comme mais c'est ma seule option. Là, aller me coucher ou écrire. Aller me coucher, je me pose tant que ça. Fait que let's go, je vais faire ça. Ouais. Ton moment. Je l'ai fait beaucoup. Plus jeune. Le cœur a ses raisons, ça a été écrit entre minuit et 6 heures du matin. Fuck. Dans la panique. L'angoisse. T'as même plus d'angoisse. T'as une vision de tunnel de... Comme je te dis, le fun n'est pas là, mais tu le fais. Mais qu'est-ce que tu fais quand t'es supposé d'écrire, justement, puis tu le fais pas? N'importe quoi, tu fais le ménage. J'avais un épisode du cœur voyons, comment ça s'appelle, non? Le cœur a ses raisons, qui était dû. J'étais dû pour le lendemain. Il n'était pas dû pour le lendemain, il était dû 2 semaines avant. La réunion de prod était à midi le lendemain. J'avais des notes, j'avais pas écrit, j'avais rien d'écrit. J'avais rien d'écrit. Et à 11h30, j'ai regardé l'horaire des cinémas, puis il y avait Batman que j'avais déjà vu. Que t'avais déjà vu. Et j'ai été voir au Colossus à Laval. OK, ça, c'est vraiment de la fuite, là. Oui, c'est une malade mentale. Il était comme disant, fait que vers minuit et demi, le film était fini. Je suis retourné chez nous. J'ai été arrêté chez Dunkin' Donuts. Il y avait des Dunkin' Donuts à l'époque. C'était peut-être un Tim Hortons. Peu importe. Je me suis acheté un café. Je suis revenu chez nous. Puis là, j'ai écrit jusqu'à 11h le lendemain matin. J'ai envoyé le texte par email. J'ai pris ma douche, je me suis rendu au bureau pour la réunion de prod. Ouais. J'ai lu le texte aux gens parce qu'ils ne l'avaient pas lu. Ouais. Tout le monde était là, le décor, etc. Puis
Et voilà. Mais, en tout cas, je t'écoute parler, puis j'imagine que ça fait partie de ton processus. Oui. Dans le fond, tu as besoin de l'urgence, toi. Oui, tout à fait. Faut que ça se passe là, puis c'est comme ça que tu essaye crées. Pas de changer, essaye pas de... C'est de même, ça marche. Écrire d'avance, genre, tu serais pas capable, j'imagine. Il n'y a rien qui sort. Pour vrai. Je vais avoir des vagues idées de peut-être idées de... Est-ce que tu trouves ça épuisant à longue, depuis toutes ces années-là, d'écrire avec cette espèce d'urgence-là? Puis j'imagine que ça devait fitter avec toi, justement, la fin du monde est à 7 heures, parce que c'est juste ça, là? C'est juste de l'écriture d'urgence, là? Ben, c'est ça. C'est que c'est que de l'écriture d'urgence. Même quand j'étais plus discipliné, comme 3600 secondes d'extase aussi, c'était très. En une semaine, on faisait un show d'1 heure. C'était toujours dans l'urgence, t'as pas le choix. Fait qu'il faut pas que j'aie le choix. Si le moindrement il y a une possibilité de faire autre chose, c'est sûr que je vais faire autre chose. Mais toi, fait que tu te fais chicaner par la prod. T'es un gars qui se fait chicaner, j'imagine. Puis maintenant. Puis maintenant, t'as ce succès-là. Ça, c'est bon, ça. Puis maintenant. C'est bon, c'est important. Écrire dans l'urgence, mais il faut avoir du succès. Faut pas que tu livres la crotte à la dernière minute, ça, sinon ça va moins bien. Ils savent ça va se rendre, ça va être à la dernière minute. J'ai beaucoup d'appels. Au moins, dis-nous c'est dans quel lieu. Quel genre de personnage? S'il te plaît. Fait que là, il y a des décisions qui se prennent d'un appartement à 2 étages. Check ça. C'est ça. Allez avec ça. C'est ça. Mais non, mais j'ai des gens extrêmement efficaces autour de moi et puis qui connaissent la bébite. Fait que ils s'adaptent à ça. Et à un moment donné, je m'adapte aussi. Quand je suis allé trop loin puis qu'ils n'ont plus le choix, ben regarde, prenez les comédiens qui vont être disponibles comme sur Like Moi, mettons. Cette journée-là, on a tel comédien, telle comédienne, puis on a un appartement. Je vais écrire un sketch là-dessus. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu ça que je fais. J'imagine la prod là, qui sue. Là, mais ils sont habitués en même temps, puis ça finit là. Fait. Ouais, je comprends. Le calvaire est terminé, enfin. Je dirais, il n'y aurait peut-être pas le même discours que moi. Probablement pas. Habitué, puis je suis tellement fin dans le but, je suis sympathique. Je suis très sympathique. J'adore. Ouais. Mais là, je me demande justement comment t'as commencé à écrire, toi, parce que vu que t'aimes pas ça écrire, t'étais-tu quelqu'un qui faisait ça on the side? Comment t'as commencé? T'as-tu fait l'école de l'humour? Oui, j'ai fait l'école en 92. C'était dans les premiers, je pense, qu'il y avait le programme d'auteur. Deuxième année, je pense. Deuxième année, ok. Fait que c'est un peu, c'est ça. Exactement. Il commençait ça. J'avais beaucoup d'intérêt. Parce que je connaissais quelqu'un qui faisait de l'humour, qui n'en fait plus maintenant. OK. Puis, c'est quoi son nom? Hein? Marielle Léveillé. Ah ouais, je sais qui, ouais. J'ai vu ta face. Non, mais Marielle, à l'époque, elle travaillait beaucoup. Elle faisait les lundis, etc. Puis je la connaissais par sa cousine, puis je sais pas trop. J'allais voir des shows. Puis à un moment donné, j'étais tanné de faire ce que je faisais. Puis j'ai dit... Que penses-tu de l'école? Qu'est-ce que tu faisais avant? Je travaillais en... Tu sais, le genre de job que tu commences à faire, puis que c'est en sortant de l'école pour faire de l'argent, puis que c'est tellement facile que tu montes les échelons. Ouais. J'étais en promotion d'événements spéciaux pour des centres d'achat. Mais en même temps... La promotion d'événements spéciaux pour centres d'achat. Exactement. Mais en même temps... ça consiste en quoi, des événements spéciaux de centres d'achat? L'arrivée du Père Noël, ouais. L'arrivée du Père Noël. Le Boxing Day. Non, mais oui, j'imagine. Ouais, s'il y a quelque chose ici, la parade du Boxing Day, c'est sûr que je vais m'en occuper. Des défilés de mode, l'arrivée des Backstreet Boys à l'époque, tout ça. Tout ça, l'arrivée des vedettes. Je l'avais fait pour l'abbé. Puis j'ai fait pour des centres d'achat. OK. J'étais tellement bon que les centres d'achat sont venus me chercher tellement j'étais hot. Fait que t'étais writer de ça. Mais j'étais exactement pareil comme je suis aujourd'hui. J'avais pas d'horaire. Dernière minute. J'étais à la dernière minute, j'avais pas d'horaire. Mon bureau, c'était une pile de dossiers, tout. Puis j'étais toujours tout croche. Mais ça arrivait, ça marchait. Tout le monde me trouvait. Comment t'as eu ce job-là? Le monde me trouvait. J'étais au cégep. Je cherchais une fin de semaine. Ma soeur travaillait là. Puis ils ont besoin du monde pour un défilé pour gonfler des ballons. Pour gonfler des ballons. À un moment donné, je me suis retrouvé en charge des gonfleurs de ballons une fin de semaine. C'est cœur, hein? Puis ça... C'est de fil en aiguille. T'as commencé en gonflant des ballons et de fil en aiguille, tu faisais la promotion. Oui. Ça montre la rigueur. Ça montre la rigueur. Mais, croyez en vos rêves, gang. C'est ça, croyez en vos rêves. Puis allez-y. Étudier en relations publiques, c'est ça que ça donne, que j'ai pas fait. Mais et à un moment donné, ben... Tu te retrouves, j'étais comme rendu au centre, c'était le centre Rockland, puis les événements. Puis encore une fois, j'arrivais là le matin à une heure imprécise, puis je partais à une heure imprécise, puis on va y arriver, on va le faire. C'est toujours tout croche, mais ça marchait, tout le monde était content. Puis là, ils m'ont approché pour... j'étais rendu... J'ai fait ça pendant 5 ans. Là, quand même, à un moment donné, ils m'ont approché pour la compagnie mère, pour... T'es tellement bon, là. On va te mettre en charge
du centre d'achat, j'étais comme une espèce de coordonnateur, mais on va te mettre en charge, je vais avoir ton centre d'achat. Le big boss. Exact. Fait que ça a fait... plutôt mourir. Autant c'était correct. Là, ça s'en vient une carrière. Ben, c'est ça, là, ça s'en vient une carrière. Là. Avant ça, c'était l'ado attardé qui ne sait pas trop ce qu'il va faire dans la vie, que j'ai un chèque de paye, puis c'est pas stressant, il n'y a aucun stress, tout le monde est sympathique. Puis tout. Là, ça a fait, OK, là, c'est un choix, là, je plonge là-dedans, là, c'est ça que je vais faire de ma vie. Là, fait que j'ai donné ma démission tout de suite. Ah ouais, tout de suite, aussitôt que c'était le lendemain matin, j'ai comme, non, excusez, là, non. Puis là, ça m'a juste un petit wake-up call pour ce que je faisais là aussi. Là. C'est comme, c'est tout ça que tu veux faire. Là, il est temps que tu te réveilles. Fait que j'ai niaisé un petit quelques mois. Puis là, j'ai une école de l'humour, peut-être. Entendu parler j'allais voir des shows, j'allais voir des lundis. Puis j'écoutais ce qu'il disait. Puis il me semble que au moins, je serais capable de faire aussi bien. Probablement mieux. mais c'est souvent ça qu'on se dit. Là, ça prend cette arrogance-là, sérieusement. Oui, mais tu l'as jamais fait. Tu dis, je vais faire mieux que ça. Ouais. C'est pas aussi facile qu'on pense, mais... Non. Mais fait que là, elle m'a mis en contact avec Louise. J'ai appelé Louise, puis ils m'ont pris, puis voilà. Il y avait qui dans ton... on s'en rappelle-tu? Qui avait dans ton année ou humoriste? Là, il y avait François Morancy, Jean-Michel Anctil, Sylvain Larocque. OK, quand même. Puis les writers, il y avait moi, il y avait Paco Lebel, il y avait... Paco! T'étais avec Paco! J'étais avec Paco. Personnage! Ben là, il a arrêté sur Twitter. Là. Il s'est calmé, mais c'était tout un personnage. Je le connais pas personnellement, mais je le connais par Twitter, ce qui est pas nécessairement toujours positif. Non, c'est pas représentatif de la bébête. C'est un gars particulier. Très sympathique, très charmant, mais c'est une bébête. Ouais. Mais bon gars. Ouais. Nice. Mais fait que là, t'as fait l'école de l'humour. T'as-tu commencé à travailler tout de suite en sortant? Oui, j'ai commencé à travailler avant d'avoir fini. Là. OK. C'était quoi ton premier contrat en écriture? C'était une espèce de... tu sais, le genre de contrat que tu prends, puis que t'es content, puis hey, je travaille pour vrai. Ouais. C'est souvent pas les meilleurs. C'est une espèce de bye-bye à Québec, au Capitole. OK. Avec... comment est-ce qu'il s'appelle, non? Voyons. Le gars de... Je ne me rappelle pas son nom. C'est la personne la plus connue. Un humoriste? Comédien, humoriste, animateur de quiz. Patrice Lécuyer. Patrice Lécuyer. Oui. Bernard Fortin. Et il y avait René Simard et Dorothée Berryman. Vraiment, le quatuor que tu dis. OK. C'est tous talentueux de leur façon différente, mais l'amalgame des quatre était singulier. Fait que c'est une espèce de revue de l'année. Revue de l'année, live. Mais super sympathique. C'était le fun. Le monde était fin. C'est quand même un beau premier contrat. C'est ça. Vraiment un beau premier contrat. Le monde sont charmants. Puis c'est quand même une grosse gig. J'ai jamais fait ça de ma vie. Puis j'écris des textes, puis ils trouvent ça drôle. Ah, mon Dieu, Patrice Lécuyer trouve ça drôle, c'est le fun. C'est ça. Puis de ça. Puis tout de suite après, j'ai fait appeler par... c'est quoi pour la radio? J'ai commencé la radio. T'as commencé la radio. J'ai vu que t'avais fait Virus. Oui, ça venait de la radio, ça. Ça, c'est extraordinaire. Ça, là, les gens se rappellent de ça, mais moi, je me rappelle, j'étais jeune. C'est extraordinaire. Je me rappelle d'avoir hâte de l'écouter, tu sais, puis là, finalement faire « Oh mon Dieu! » Mais j'étais jeune. J'étais tout jeune. Il y avait Mike Bossy à la co-animation. C'était François Mascotte qui animait, puis il y avait Mike Bossy qui co-animait. C'est quoi, ce choix-là? Ça venait de la radio. Okay. C'était les Midi Fous, t'avais Mike Bossy qui était là. T'avais François Mascotte. Ben oui, puis il faisait de l'humour. Mais pourquoi? Honnêtement, là, il était fucking drôle. Ah ouais? Il a une voix particulière. Il est déjà drôle quand il veut pas être drôle. Ça, c'est sûr. C'est vraiment un gars brillant. Là. Ouais, non, j'en doute pas. Puis moi, je suis arrivé là, puis je n'avais aucune idée qui était Mike Bossy, qui était comme la vedette du hockey de l'époque. Ouais, c'est une légende. Malade mental, une légende. Fait que tu vas travailler avec Mike. Puis là, honnêtement, ça a cliqué les deux parce que je n'avais aucune notion c'était qui il était ou d'où il venait ou quoi que ce soit. Puis moi, c'était juste un gros goofball. Là. C'était quel épais, drôle et intelligent. Fait que ça a cliqué. J'ai travaillé avec lui, j'écrivais ses textes, puis en tout cas, François Mascotte était là-dessus, puis lui, il a été approché par qui était TQS à l'époque pour faire une espèce de... Le fameux talk show. Le fameux talk show humoristique que tout le monde... La bête... inatteignable. Pas la bête, mais la chose inatteignable que tout le monde veut. Le fameux talk show humoristique. Alors... François nous approche, les writers du show de radio pour faire ce show-là. Puis
Ah, tu vois, ça va être le fun, on a carte blanche. Puis on arrive là. Puis c'est un producteur, c'est un vieux monsieur d'une autre époque qui avait juste des anecdotes des personnes qu'on connaissait pas, des Fabiola, qui était une espèce de stripteaseuse des années 60. Puis c'était toujours des histoires cochonnes. Puis c'était un vieux mononcle cochon. Un vieux mononcle cochon. Puis c'était sympathique. Mais en même temps, ça rentre dans la rubrique j'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai un show de TV. Cool. La puis télé, on peut faire ce qu'on veut, mais visiblement, on n'avait jamais fait ça personne et ça apparaissait beaucoup. C'était ça beaucoup le problème, je pense. Il y avait Lise Dion qui était là-dessus. Oui, c'est vrai, aussi. Ça a été sa première gig, une de ses premières gigs, je pense. C'était vraiment très mauvais. Ça a duré une demi-saison, heureusement. Ah, ils l'ont coupé en plein milieu? Je pense qu'on avait commencé en février, puis ça a fini en mars, puis on attend toujours de savoir si on revient. Peut-être. Appelez TQS, voir, je sais pas. Là. Exact. Mais ça a été dans le fond ton premier échec, là, entre guillemets. Là. Ouais. Quand même, mais c'était pas à toi, là. C'était pas ton projet à toi. Mais comme ça arrive, c'est ça. Est-ce que tu disais comme, oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir retravailler? Comment ça marche, ce milieu-là? Quand tu commences comme ça, t'as plein t'as une espèce de niveau où il y a des cases à remplir, tu fais pas ça, tu vas faire ça. Tu fais pas ça, tu vas faire ça. Fait que là, puis je faisais de la radio en même temps. Puis là, j'ai commencé à on t'a approché avec Stéphane Dubé, notre auteur, pour faire qui était c'était quoi non Majeur et vacciné. Majeur et vacciné, ok, t'as travaillé là-dessus, Majeur et vacciné, qui est un espèce de Friends du Québec, que je n'aimais pas particulièrement faire non plus. Ouais, ça dure une saison. Ça dure une saison. Mais c'était la vieille TV. C'était comme... Sitcom. Sitcom, trois caméras, dans une espèce de décor flat qui n'existe pas dans la vraie vie. Que tu vois la photo quand tu présentes la scène de l'appartement de l'extérieur. Puis quand tu vois l'intérieur, ça n'a aucun ça se peut pas. Ça ne rentre pas impossible, là-dedans. Ça se peut pas. L'appartement du plateau en long, tout est fait en... Ça se peut pas. Ouais, je me rappelle de ça. Mais... puis puis quand ça a terminé, ça, ils ont demandé hey, on va faire quelque chose avec le personnage de Catherine. Oui, ça donnait Catherine, finalement. Là, moi, je vous le laisse. Faites ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me... Ouais, mais ça donne un bon succès. Me nourrit. Oui, ça a super bien marché. On fait ça pendant 3-4 ans. Moi, c'est un style qui m'intéressait moins. C'était le sitcom pur et dur. C'est pas Mais toi, c'est ça, tu travaillais sur 46 000 affaires, un peu pigiste, à gauche, à droite. Mais est-ce que tu avais commencé à avoir l'idée de comment, j'aimerais ça faire mes projets? Là, pas encore. Tu étais encore en train d'apprendre. J'écrivais... Je faisais de la radio, j'écrivais Majeur vacciné, puis j'écrivais le one-man show d'Anthony Cavana. C'est vrai, tu t'as travaillé avec des humoristes aussi. Son premier one-man show. Le premier, t'as travaillé là-dessus. Puis, tout ça en même temps. Fait que c'est une période où je travaillais 7 jours par semaine. Puis là, quand on parle de l'urgence, j'avais pas de temps de niaiser. J'avais pas le choix. Puis naturellement, les projets se finissent, puis tu te fais... Une fois que... J'ai refusé Catherine. J'ai refusé. Je sais pas. Par la force je connaissais une productrice qui m'a dit ils sont en train de développer une espèce de parodie d'émission de nouvelles avec Marc Labrèche. C'est le fun. Toi, t'avais jamais travaillé avec Marc avant? Non. Jamais. Non, c'est pas vrai. Quand j'étais à l'école, il m'avait approché. C'est François Havard qui avait entendu parler qu'il y avait un producteur qui voulait un pilote pour une espèce de sitcom tellement... C'était pas très bon. Ça se passait dans une roulotte et ils voyageaient. Puis en même temps, c'était comme du tourisme, genre on va visiter les places de la place. Là, cette semaine, on est à Saint-Eustache et voici. Mais en même temps, c'était une sitcom d'un couple qui se promenait en roulotte. Regarde, tout est une mauvaise idée. Non, mais ça coche des cases. Les régions, c'est important. Tout était là. L'humour, c'est important. Sur papier, c'est un chef-d'œuvre. Mais quelle mauvaise idée. Ça n'a pas vu le jour. Qui ça va intéresser? Les gens en humour ne s'intéresseront pas à ça. Les gens qui veulent voyager ne s'intéressent pas à ça. Comme on n'a plus de budget, c'est littéralement on va visiter Saint-Eustache puis Saint-Joliette si on a de l'argent. Et c'était le couple en roulotte, c'était bien sûr Marc Labrèche et Pauline Martin. Pauline Martin! T'es écœurant, elle habite ici, Pauline Martin. Je l'ai croisée l'autre jour. C'était ce fameux couple qui voyage en autobus et qui voyage en autobus et qui découvre le Québec pour nous de façon cocasse. Aïe aïe. Fait que ça n'a pas vu le jour. C'était pourquoi? J'avais écrit comme le pilote.
Mais à toi, l'école. t'as écrit le pilote, mais c'était qui? C'était l'idée de qui, cette affaire-là? Pourquoi cette personne-là n'a pas écrit le pilote? Comme je t'ai mentionné plus tôt, j'ai aucune mémoire des noms. Non, je comprends, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est peut-être Steven Spielberg, puis je m'en rappelle pas. Je pense que tu t'en rappellerais quand même ça, mais fait qu'il y a quelqu'un qui a eu cette mauvaise idée-là, mais ça, il tentait pas d'écrire le pilote. Je pense que c'est déjà un bon indice. Mettons ça dans la catégorie, il n'y a pas de mauvaise idée. non, il y a que des brainstorms. Non, c'était pas une très bonne idée. Ouais. Je me souviens plus, honnêtement, d'où ça venait. Et c'était vraiment pas bon. Ouais. Et ça a même fait un petit scandale à l'époque. OK. C'est qu'à un moment donné, il se retrouvait dans le Vieux-Port, puis je sais pas trop comment ça se faisait. Il donnait des hot dogs, puis là, il était supposé avoir du monde qui attendait en ligne parce que là, roulotte, le monde pensait que c'était un food truck. OK. Mais là, il n'y avait pas d'argent pour le figurant, pour le pilote, fait qu'il avait pris des itinérants qui se tenaient dans ce coin-là, puis il avait fait mettre en ligne, puis il leur avait donné des hot dogs. Ah. C'est comme... Aïe. Avec le recul, tu te dis, regarde, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Là. Humainement, c'est épouvantable. C'est horrible. Puis au nouveau PR, à quoi vous avez pensé? C'est tout fait que ça me fait capoter. Il y a ça en télé quand même, là, des espèces de projets désincarnés où il y a plein de gens qui travaillent sur une affaire que personne n'y croit vraiment. Exact. Mais bon, on a eu un chèque, qu'est-ce qu'on fait avec ça? All right. Il y en a... Ça donnera rien. Il n'y a pas si souvent que ça, mais de temps en temps, il y en a, puis tu fais comme, oh shit, vous autres. Il n'y a personne qui s'est dit en voyant ça, ça va être bon, là. C'est une idée sur papier. Non, c'est comme on a eu le financement, on va le faire. T'as dû trouver ça rough quand même, quand tu travailles sur une affaire que tu trouves poche, là, ça a dû t'arriver plus au début de ta carrière, j'imagine, où t'es comme, ça, là, ouf, je me lève à matin. Là, j'étais encore à l'école quand j'ai fait ça, c'était extraordinaire. Puis ensuite, je suis payé. J'ai écrit une affaire relativement vite parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour un show de tourisme en roulotte? Ouais. Fait que je trouvais ça... Hey, regarde, il me paye pour faire ça. Fait que j'avais le petit buzz, là. Ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. J'étais encore à l'école, de toute façon. Ouais. Fait que c'est ça. Ça a été... c'est comme ça. Enfin, mais donc, ça existe à quelque part. Il y a un pilote de ça, il y a un tape. Ça doit pas non, je sais bien. Écoute, s'il y a un tape qui existe, il est gros de même, puis la machine pour le jouer n'existe plus, là, tu sais. On va la trouver, je veux voir ça. Mais c'est fait que donc Marc était là-dessus. Fait on s'était croisés là, mais... Il s'en souvenait pas. Moi, je me souvenais parce que c'était Marc Labrèche, je me souvenais pas de moi du tout. Puis c'est ça, je l'ai re-rencontré sur la fin du monde. Est-ce que tu as su tout de suite, parce que vous avez fait beaucoup de projets ensemble, est-ce que tu as su tout de suite que ça cliquait, que tu comme, OK, lui, son genre d'humour, puis le mien, il y a un fit, là. J'écris des affaires, puis j'écris de l'or, il en fait des diamants. Là, Oui, ça a fait que... je pense que les deux, je dis les deux, il y avait Richard Goyer aussi qui était vraiment très important là-dedans. Les trois, Marc et Richard travaillaient déjà ensemble. Moi, je suis arrivé là-dedans par la bande, puis c'est au fil des semaines, OK, on peut aller là. On peut aller là. On peut aller là, puis ça marche. On peut faire ça avec ce gars-là, puis ça marche. Ouais. Fait que c'est pas tout de suite, mais c'est quelque chose qui, au fil des semaines, est de... Oh mon Dieu, on est rendu là, on peut faire ça maintenant. Et il y a un buzz, il y a de l'intérêt pour... Fait que c'est au fil du temps que c'est devenu organique, là, vraiment. Puis ensuite, il n'y avait plus de questions qui se posaient. Là, on était approché pour faire un show à TVA, qui était Le Grand Blond, qui était un talk show de fin de soirée. Vous avez été approchés les deux? Les trois. Les trois, ils ont pris ce team-là, ils sont comme ça, c'est bon. En plus de Dominique Chaloux, là, tu sais. Finalement, c'est toute l'équipe qui est allée faire ce show-là. Puis, c'est ça. Naturellement, au fil des... À un moment donné, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait à la prochaine affaire? Puis, Ça, c'était vraiment concerté, vous deux, vous trois. En fait, on a fait le Grand Blond et La Fin du Monde, les trois ensemble. Et après ça, moi, j'avais comme... Moi, sur le Grand Blond, moi, j'étais responsable plus les sketchs, tout ce qui était humour. Ouais, Richard, toi, t'écrivais pas les entrevues. Richard était plus au niveau éditorial du show, puis les entrevues, puis pareil, ces choses-là. Fait qu'on avait commencé à faire des sketchs qui s'appelaient Le cœur a ses raisons. Ouais. Pour les invités qui venaient plugger des affaires puis que ça leur tentait pas de faire une entrevue. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Tu sais, ça fait 3 fois que tu fais le show cette année. Là, ça me tente plus de parler de... Fait que viens faire ça. C'est un sketch. Puis à la fin, on dira ce que tu fais puis tes dates. Fait qu'on a commencé ça avec les Dion. Puis dans 3 ans, on a fait 40. Puis à la fin, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose de riche à exploiter là. Fait que... Mais ça me fascine quand même que
que ça existait en tant que série. Tu sais, moi, je l'écoutais à l'époque. Là, j'écoutais les sketchs là, du Grand Blond, puis ça, puis je trouvais ça très drôle, puis je trouvais que ça fonctionnait. Mais quand j'ai su qu'il y avait une série, j'étais comme, tabarnouche, moi, je sais pas comment tu l'as abordé, ça, mais c'est parce que c'est long, là. Un épisode de 22 minutes, ça prend une trame narrative, ça prend une ligne directrice, ça en prend beaucoup de gags aussi, là, tu sais, c'est très punché. Est-ce que c'est le genre de projet où tu te dis, hey, on veut faire ça, puis là, quand t'as le go, t'es comme, oh shit, fuck, faut l'écrire maintenant? Non, ça, c'était, honnêtement, de tous les projets que j'ai faits, ça a été le plus facile. Ah ouais, ok. C'est d'assumer les limites qu'on avait et d'en faire des atouts. C'est-à-dire, on n'a pas de budget. Fait que, on va avoir des décors en carton. Jouons sur le fait qu'on a des décors en carton. Fait qu'une fois que tu as accepté ça, qu'au niveau, au niveau visuel, au niveau de... Tu n'as pas besoin de t'arrêter au fait qu'on peut être sur la lune demain, puis que ensuite revenir au restaurant après, tu peux faire absolument n'importe quoi. Fait que le show a été conçu que, regarde, on peut faire fucking n'importe quoi. Et le but, c'était que les sketchs, c'était le point de départ de ça. Il fallait l'amener ailleurs. Fait que tout l'aspect slapstick, humour visuel, ça a été rajouté par après. Les regards, les échanges de regards, OK, on l'a fait 1000 fois. Ça peut pas être juste ça. Ça, c'est un point de départ. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien là, c'est toutes les conventions visuelles, les conventions de soap, on peut jouer là-dedans. Là. Fait que, et tout devient un gag. OK, le personnage va ouvrir la porte. Qu'est-ce qui peut arriver quand il ouvre la porte? Elle s'ouvre pas, elle s'ouvre-tu, elle s'ouvre du mauvais bord. C'est le décor qui tombe au complet. Et ça, c'est infini. Là. T'es-tu un gros fan de slapstick? C'est quelque chose que t'admires, que t'as écouté? Quand Charlie Chaplin, Buster Keaton. Non, mais j'étais plus sur la génération, les Airplane, ces choses-là. Ouais. Jeune adolescence, c'était des chefs-d'œuvre. Mel Brooks et compagnie. C'est ça. Fait que tu vois ça, puis tu te dis, OK, c'est possible. Est-ce que t'en as écouté beaucoup de soap pour t'inspirer? Non. Ah ouais? Non. Ben non, c'est tellement redondant. Non, mais je comprends, mais peut-être... La nature du soap, c'est que... C'est épouvantable. C'est mélodramatique, puis ils répètent toujours la même chose. T'sais. Sinon, pour l'écrire, ce serait impossible, puis les gens ne suivraient pas. Fait qu'en une semaine, il se passe à peu près 5 minutes de nouvelles affaires. Le reste, c'est juste du monde qui se répète tout le temps la même affaire. Fait que comment meubler ça? Ben, c'est avec les entrées, leurs sorties, les espèces de conventions, comment on se parle, la façon dont on va se parler, quand on se parle au téléphone, qu'est-ce qui arrive, le fait que l'image soit séparée en deux, sont-ils dans la même pièce juste avec un bâton à côté, entre les deux. Fait que c'est de jouer avec toutes ces espèces de conventions-là qui étaient infinies, mais au niveau de la trame narrative d'un soap, regarde, c'est toujours des trahisons, puis c'est toujours du monde qui n'en revienne pas. À part le ça, ben, c'est ça. On peut tourner autour de ça. Est-ce que tu as été surpris d'avoir le go là-dessus? Parce que j'ai l'impression que c'est ton premier projet. Oh my God, non. Ça s'est vendu en 10 minutes. Ah ouais? Mais c'est quand même ton premier projet, c'est quand même out there, là. Tu sais, la fin du monde, puis après ça, le Grand Blond, puis là, après ça, son premier projet, là, c'est champ gauche, là. Puis tu été surpris toi-même de faire comme, OK, on est rendu à un niveau où on peut passer ça. Mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte. C'est avec le recul, tu te dis, oh mon Dieu, quel privilège. Puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Puis c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de pouvoir faire ça. C'est vraiment avec le recul, tu te rends, oh mon gars, ils ont eu du guts. Ouais. Par contre, tu sais, il y a aussi les circonstances qui font que. Excuse-moi. Qui font que les choses se placent comme ça. Tu sais, il y avait une espèce d'engouement pour les sketchs de la fin du monde sur le Grand Blond. C'était attendu. Là, les critiques télé, ils annonçaient quand ils vont ce soir un sketch. Il y avait un buzz. Il y avait un buzz là, étonnant là, pour ce que c'était. Puis, fait que quand on a décidé de faire la série, ça c'est vraiment, là, on leur a présenté, puis oui, pas de problème. Ça a été un énorme succès. C'est quelque chose qui t'a surpris, ça? Ou, parce que c'est quand même c'est assez niché. Honnêtement, quand on l'a vu, là, ce que ça donnait... je sais que c'est bon. Oui, honnêtement, là, c'est une bébé. On n'a jamais vu ça. Puis tu voyais le premier épisode, puis c'était comme... OK, c'est weird, mais ça marche. Et ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde enfants. Ça marche pour tout le monde. Fait que, une fois qu'on avait vu ce que ça faisait, puis ce que ça donnait, on n'avait pas vraiment de doute. Ça a marqué l'imaginaire. J'entends encore ça, là, les enfants. Puis, absolument. Il y a des tournures de France, puis Naël, puis les enfants, les abandons d'enfants.
Est-ce que ça te surprend à quel point il y a eu beaucoup de grands talents là, qui sont allés all-in dans cette patente-là, là, puis ils se donnaient, là, ils allaient pas à moitié là, quand même. C'était des grands acteurs. À un moment donné, tu regardais le plateau, ça n'avait aucun sens. Là. C'était un plateau de film qui était là, puis il y avait toutes des perruques sur la tête, puis ils se donnaient des fausses claques d'en face. Tu avais Pascal Bussière, tu avais... des acteurs sérieux, là, que j'aurais pas pensé qu'ils auraient été jusque-là. Machad Renon, tu sais, qui, à l'époque, ne faisaient pas de TV, puis c'était... C'était une espèce de petite bulle de... Il s'est passé quelque chose. Ils devaient être contents, eux autres, d'être castés dans une affaire aussi... mais ça se faisait toujours sur un coin de table. Puis Marc, j'ai rencontré Macha hier au restaurant. Ah, OK. Elle aimerait tellement ça le faire. Pas de problème. On va y faire un personnage. Go. Fait que ça se faisait toujours comme ça. Il n'y avait pas de la saison prochaine serait le fun d'avoir telle personne. On n'a jamais fonctionné comme ça. C'était toujours de. Est-ce que souvent les acteurs t'amenaient ça ailleurs, comme t'écrivais un truc, t'as comme une idée à peu près, puis finalement, je pense qu'on pourrait faire ça de plus ou amener ça plus loin, non, ou est-ce qu'ils rachetaient leur sauce ou ils restaient vraiment stickés? T'avais les réguliers, t'avais Anne, Marc, Patrice Cocro, qui eux autres étaient campés dans le. Mais les autres arrivaient là, puis en même temps, ils étaient sur une autre planète, là. Qu'est-ce que je peux faire pour fitter ici, là? Dites-moi là, je vais le faire. Puis il était tellement conciliant, puis tellement ouvert à tout, puis tu le vois dans les bloopers, là, qui sont encore sur YouTube. Le plaisir que le monde avait, là, ça rit aux larmes. C'est sûr, ça peut être difficile, en fait, des fois, de tourner cette affaire-là. Tu avais comme Patrice Cocro, à un moment donné, là, toutes ces scènes étaient faites le vendredi. C'était le dernier. Ah, c'était pour ça? On perd la journée, là. Il riait du début à la fin. Tu vois sur YouTube, il y a des bloopers du cœur à ses raisons. À un moment donné, il faut juste qu'il rentre et qu'il s'assoie. Il n'est pas capable. Il rentre, il s'assoit. Non, ça me dit non, je suis pas capable. Il fallait qu'il se lève, il revenait. Non, je suis pas capable. C'est juste. Ouais, puis ça, quand c'est parti, s'il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. Mais pour en venir à ça, j'imagine qu'il y avait quand même des propositions des acteurs, parce que, mettons, Anne Dorval, c'est pas toi là, qui écrit, qui dit hey, tu vas parler comme ça exactement, ton personnage, ça va être exactement ça. J'imagine développé avec les années. Avec les années, tu regardes les premiers sketchs qu'on faisait, c'était pas ça pendant tout. Puis Marc non plus. À un moment donné, leur couleur a pris le dessus sur ce qu'on écrivait. Et par la bande, moi, j'ai commencé à écrire sur leur façon dont ils parlaient. Et, c'est un travail au fil des mois et des... Ça se fait à deux. Là, je ne vais pas imposer ça, puis eux autres ne sont pas arrivés, puis je vais le faire de même. Naturellement, le jeu s'en va dans une direction, fait que l'écriture suit et vice-versa. Fait y a pas de... C'est ça qui fait les meilleures choses. Quand c'est organique comme ça, comme avec Anne, comme avec Marc, il y a quelque chose qui se développe sans qu'on en parle. Si tu imposes quelque chose à un acteur comme ça, tu vas le faire de même. Ça va peut-être marcher, peut-être pas, mais c'est jamais aussi bon que si c'est sa lancée naturelle. Là, Puis là, toi, à ce moment-là, tu as découvert aussi le talent comique de Anne. Dorval, est-ce qu'on connaissait? Elle avait-tu déjà fait des affaires humoristiques avant? Parce que là, c'est comme, oh shit, t'es donc bien drôle, cette fille-là. Non, Anne, c'était la tragédienne. Là. Elle faisait les classiques au théâtre. Puis elle a fait du chambre en ville à brailler son âme pendant des années. Puis elle faisait de la télé, des shows de téléroman, là, puis mon chum me laissait, puis vient prendre un café, là, puis au théâtre, elle était reconnue comme une grande actrice, mais toujours extrêmement dramatique et tout. Mais le gros drame, c'est pas loin de la comédie. Non, c'est clair. Quand c'est assumé, il y a des comédiens qui jouent très, très dramatique, puis sont pas capables de voir la ligne entre... Ça devient comique, là. C'est parce que t'as pas grand-chose à rajouter que c'est un clown, là, tu sais. Il y a personne qui crie de même dans la vie, là, ça n'existe pas, là. Et Anne a cette intelligence-là, puis ce talent-là de... Je vois très, très bien comment est-ce que... En faisant la même chose, puis c'est facile de tomber dans littéralement le burlesque. Tu te prends pas trop au sérieux, puis que t'es capable de traverser cette ligne-là. Il y en a qui veulent pas la traverser parce qu'ils se prennent comme un acteur sérieux, puis c'est ça. J'ai une espèce de pudeur naturelle qui voit même pas. Ils sont entraînés, ces acteurs-là, pour s'ouvrir. Ça. C'est vrai. Mais avec ça, il y a comme une espèce de pudeur. Non, je peux pas aller là. Et c'est, dans l'humour, là, tu veux dire, ouais. T'auras beau leur expliquer, en parler, tout, c'est émotif. C'est comme je peux pas aller là. Quelque chose de vulgaire, de trop... Je sais pas, c'est comme ça dénature tout ce que j'ai fait avant. C'est... Puis dans les écoles de théâtre, je veux dire, disons-le, l'humour n'est pas particulièrement une priorité. Je comprends. Tu vois beaucoup de gens en audition, puis... Ceux qui ont fait les écoles de théâtre, qui sont bons comiques,
c'est pas ça, ils l'ont pas appris là. Ouais. C'est une nature comique. Ouais, c'est ça. Faut l'avoir naturellement aussi, là, j'imagine. Il y a quand même quelque chose qui est inné là-dedans. Mais je me rappelle, j'avais fait ce commentaire-là à un moment donné, un talk show. Il y avait Marc Labrèche, justement, puis j'avais dit comme j'admirais beaucoup Marc parce que c'est un grand acteur, puis il est capable d'être comique aussi, puis je trouvais que c'était pas donné à tout le monde. Puis je disais que souvent, c'était quasiment mieux d'engager, tu sais, pour un truc comique, c'est quasiment mieux d'engager un humoriste qui va jouer so-so, mais au moins il va avoir le bon timing, puis avoir cette espèce de manque de sérieux-là. Que d'engager un acteur qui est pas capable d'y aller puis qui a une espèce de certain pas mépris de l'humour là, mais c'est parce que il y a comme je pense, je dis ça sous toute réserve parce que j'ai pas fait de conservatoire ou d'école, mais ce que je vois en audition, c'est et ce qu'on me dit aussi des comédiens avec qui je travaille, des jeunes comédiens, puis qui me disent encore ça, que j'entends encore aujourd'hui, puis je me dis, comment ça fait que ça évolue pas? Mais je vais peut-être me faire ramasser par des gens de... Mais la comédie à dell'arte, c'est bien le fun, là, mais c'est plus ça. Non. Si tu... Depuis quelques mois. Ça fait pas longtemps, là, ça vient juste d'arrêter. Tu vois les comédiens qui ont eu une formation de comédie à dell'arte, qui arrivent et ils jouent comme s'ils étaient dans une émission pour enfants. Ouais. Un méchant, ça parle comme ça. Tu sais, un niaiseux, ça parle comme ça. Non. C'est plus subtil. Non, c'est dans la vérité. L'humour, c'est dans la vérité. Ton personnage n'a pas besoin... Si tu es dans la vérité, tu peux être aussi... Tu sais, Marc Labrèche, on s'entend, il est capable de jouer énorme et tout. C'est toujours dans la vérité. Son personnage n'est jamais dénaturé. Mais si tu joues comique, comme tu sais très bien, là, ça marche pas. Il faut que tu sois dans la vérité de ton personnage. Et ton personnage, aussi énorme qu'il peut être, il y a une vérité. Puis si tu respectes pas ça, puis son background, puis qui il est, puis ça marchera pas. Puis dans les écoles, il y a comme... On enseigne le drame, on n'enseigne pas le drame, mais le jeu, comme il doit être enseigné et tout. Et quand on arrive dans la comédie, ben là, c'est une petite sous-catégorie. C'est une forme de mépris, là. C'est comme... La comédie, ça se joue comme ça. Ouais, mais quand c'est pas... Puis le moindre stand-up qui a du succès va voir ça, puis va dire, ben non, c'est pas le même que tu fais ça, là, tu sais. Ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de ça, de cette conception-là de l'humour dans les comédies, dans les films. Tu sais, c'est très américain aussi. Tu sais, les comédies sont très grosses, sont très gras. Là, tu sais, c'est surligné. Tandis que, tu sais, mettons, les comédies françaises, tu sais, il y a quelque chose de plus subtil quand même si ça gueule là, souvent un peu de manière épouvantable. Mais il y a plus, tu sens un certain respect. Là. C'est pas comme une espèce de sous-catégorie où tu y vas all-in sa comédie ou tu y vas pas pantoute. Mais... Non, mais moi honnêtement, j'ai pas de jugement par rapport à l'intellectuel ou le burlesque grand public. Si c'est drôle, c'est drôle. Non, mais oui. Puis ça reste, comme je te dis, ça reste dans la vérité. Tu sais. Tu prends un personnage de Adam Sandler, si ça marche, son personnage, oui, c'est un gros colon, il est dans la vérité de ce personnage-là. Ouais. C'est pas quelque chose qui a accolé ou il s'est sorti de ce qu'il fait normalement pour faire quelque chose de complètement différemment. Il y a une vérité, il y a quelque chose de fondamental dans ce qu'il fait. Ses souffrances. Et là, c'est quand tu rentres, mettons, le problème, c'est quand tu commences à parler à un comédien de cette vérité-là, ben là, on va chercher trop de background, puis cette espèce d'équilibre que c'est dur à expliquer. En même temps, non, oublie tout ça. Puis en même temps, quand tu le fais pas, tu dis, oui, mais cette personne-là, il y a ça. T'es toujours on tombe dans l'instinct, là, carrément. Là. Tu l'as ou tu l'as pas un peu, Exactement. malheureusement. Là. C'est plate, mais c'est un peu de même. Toi, on a parlé de films, mais c'est quelque chose qui... Parce que t'en as écrit... J'ai fait un, c'était Nuit de noces en 2000. Ouais, c'est quand ça fait un petit bout, c'est quelque chose qui éventuellement peut-être aimerait revenir. Oui. Tu vas-tu éventuellement te commettre là-dedans puis t'obliger? Ben peut-être, je sais pas. Peut-être après mon prochain projet, je sais pas. OK. Mais j'ai des idées de choses qui ne se... Tu peux pas faire en 25 épisodes ou même 6 épisodes, ce serait trop long. Là. Ouais. Parce que je pensais à ça parce que on parlait de tes projets puis tout ça, puis je réalise que tu as travaillé beaucoup avec des acteurs, en fait. Là, les deux. Je sais les deux, mais tu as fait beaucoup de projets comiques, là, en fait. C'est pas mal ça ton succès. Puis c'était souvent des acteurs. Tu sais, like moi, tu as été chercher des humoristes, mais tu as été aussi chercher des acteurs qu'on connaissait pas pantoute, puis qui ont des grands talents comiques. C'est des auditions. C'est vraiment là-dedans. Des auditions, tu le sais en 3 minutes. Là. Ah ouais? Ils se mettent à parler, puis c'est comme non. Ou intéressant. Ouais. Puis c'est quand ça revient à cette espèce de vérité, toujours dans le personnage, puis
tu peux aller aussi énorme que Gabi Gravel, puis oui, mais elle est vraie. Dans ce qu'elle est vraie. Ça, comment ça se passe justement, l'écriture de ce genre de sketch-là? Parce que ça part de toi, là, c'est toi qui l'écris, mais après ça, c'est la proposition de l'actrice, mais elle rajoute son talent là-dedans, mais en même temps, toi, tu te nourris aussi, j'imagine qu'après ça, tu vois le sketch, tu fais « Oh, ça fonctionne, je m'en rajouter, on va aller plus loin dans ces affaires-là. » Tout à fait. Mais c'est un jeu à deux, dans le fond. Y a-tu des fois où les acteurs t'arrivent « Hey, j'aurais une idée de personnage ou une idée de sketch, ça t'arrive ça? Ah oui, ça arrive souvent. Pour Like Moi, il m'envoyait tout le temps des petits... j'ai vu ça, j'ai vu une petite vidéo, j'ai vu ça, j'aimerais ça faire ce personnage-là, mais telle situation, puis un petit, genre, un podcast ou quelque chose, quelqu'un qui va faire quelque chose de niaiseux sur toujours YouTube. Puis, beaucoup de sketchs sont partis de là. Mais, de quoi qu'on parlait, non, avant ça? On parlait de films. On a parlé des acteurs, tu joues avec beaucoup des acteurs. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, audition, c'est at large. Même quelqu'un qui n'a pas joué, tu sais... Ah ouais? Tu es capable de faire le texte comme du monde, let's go. Ça va marcher. Ça va marcher. Plutôt que quelqu'un avec qui tu vas devoir... Oui, mais c'est un super bon acteur ou c'est une super bonne actrice, mais pour ce que je veux faire, c'est pas un bon fit. Ouais. Ça enlève rien au talent, au contraire. Là, ils sont géniaux dans d'autres choses, mais ça, spécifiquement, ça marche pas. Le moindre... Puis comme tu dis, c'est de l'instinct. Tu peux pas dire à quelqu'un... Quand tu commences à dire plus ça, moins ça à quelqu'un... Mais toi, Like Moi, c'est la première fois que tu passais des auditions? Parce que je veux dire, les projets d'avant, Bâtir les bobos, c'est pas... Je pense que oui. Y a-tu un stress de ça? Parce que c'est ton premier projet sans marque, là. C'est pas rien eu d'autre, là, mais tu t'étais collé là, sur marque. Là... Puis t'as une bonne base, là, c'est solide. C'est cool. Tu sais, quand cette grosse partie-là, pas à t'en occuper. Ça marche tout seul. Ouais, puis au pire, si ça fonctionne pas, il peut prendre le hit aussi. Ça peut être, Marc, c'était pas le bon. C'est ça, je me dis tout le temps. C'est de la merde. C'est pas de ma faute. De carrière, c'est fini. Ouais, non, mais pour vrai, il y a un gros stress la première. C'est un gars. Il y avait des nouveaux visages aussi dans Like Moi. Tu le sais pas. La plupart, je te dirais, là, ils m'ont dit que c'était une des auditions les plus dures qu'ils ont eu à faire. Pour vrai? Parce qu'il y avait 2 textes qui étaient déjà écrits, dont Gabi Gravel pour les filles. Puis je donnais pas de notes. Moi, je suis genre, fais-le, puis OK, merci. Mais peux-tu le faire autrement? Ben non, c'est correct. Puis au bout des auditions, je savais déjà c'était qui. Là. Florence, c'était évident que c'était elle. Ah ouais, tout de suite, tu sais. Puis je sais que Philippe Audrey, c'était évident. C'est la meilleure personne au monde pour jouer des douchebags, alors qu'il ne peut pas être plus loin. Non, c'est ça, c'est fascinant. De ça dans la vraie vie. Ça m'étonne qu'il soit capable de se mettre une casquette sur la tête. Mais c'est le douchebag, c'est le meilleur douchebag au monde. Ça a été facile en même temps, ces auditions-là, dans le sens que tu sais, puis quand il y a eu, tu sais, mettons, à un moment donné, il manquait un gars, puis Adib est parti, puis les filles étaient moins... Je me rappelle pas, je pense, Catherine qui était moins disponible. Fait qu'on avait besoin des nouveaux gens. On a jeté les auditions... Encore des auditions, OK. Qui étaient déjà faites. Ah, OK, qui étaient déjà faites, OK. C'est des gens de la première audition. C'était Mehdi, Sonia, Yannick, tout du monde qui avait passé l'audition, puis qui était comme des... il serait bon, mais le mix fait pas au niveau aussi niaiseux que je trouvais qu'Yannick puis Philippe Audrey avaient à peu près le même casting. Fait que je disais, j'aimerais peut-être mieux... T'as encore claqué un coup de circuit avec ça quand même. Là. C'est quelque chose qui te surprend à chaque fois parce que... Ça te donne-tu de la pression justement pour tes prochains projets? Parce qu'à un moment donné, tu viens avec un... Il y a de la pression là quand même. Là, on vient te chercher parce que t'es toi. Pis, mais faut pas stresser avec ça. Ouais, mais en même temps, c'est difficile de pas y penser, non? Tu sais, parce que le prochain projet... ça se peut. En tout cas, t'es un gars qui travaille dans l'urgence aussi, là, fait que t'as peut-être besoin aussi de cette pression-là, je sais pas. Je la ressens peu, ça, l'espèce du succès du prochain projet. Honnêtement, par contre, le succès de Like Moi m'a surpris. Ouais. Moi, c'était un petit show avant de faire autre chose. Là. Pour vrai? Ouais. C'était comme, je vais faire ça, c'est correct, c'est facile à faire, puis ça va être sympathique, puis c'est quelque chose qu'il n'y a pas. Puis je m'attendais pas à ce succès-là. Ça me surprend, parce que en tout cas, moi, en l'écoutant, j'avais l'impression comme, OK, Marc, ça fait longtemps qu'il pense à ça, critiquer notre génération, puis il a remarqué plein de petites affaires. Non, c'était vraiment, je regardais ce qui se faisait en ce moment, puis je trouvais que ça manquait. Là. Il n'y avait pas de télévision sur et pour cette génération-là.
J'ai dit, bon, ben, à la limite, je ne suis pas de cette génération-là, mais je peux leur laisser la place, au moins devant la caméra. Ouais. Fait que, mais c'était plus au niveau de la lacune que je trouvais qu'il y avait que une volonté noble de mettre ces gens de l'avant. On a parlé un peu de tantôt que l'humour puis le drame, c'était jamais. C'est assez proche. C'est quelque chose qui t'a déjà intéressé, ça, ou qui t'intéresse éventuellement? Parce que tu t'en as fait, là. T'en as écrit des jokes, là. Si tu, à un moment donné, t'aurais-tu envie de changer ça, switch it up, puis faire autre chose? T'as-tu un projet de drame dans ta tête? Non. Y a-tu ça en tout? Non, jamais. Non, mais tu peux aller dans le drame en humour, là. Non, mais oui. Sujets, puis tu sais, faire peut-être, je sais pas, une espèce de comédie dramatique, un petit peu plus dans le drame. Peut-être. Ouais. Mais j'ai pas de projet là-dessus en ce moment. Non, zéro. OK. L'écriture humoristique sort facilement. Oui. Oui, c'est mon go-to, là. Tu sais, c'est quelque chose de naturel, c'est comme ma façon de m'exprimer, ma façon de... Il y en a qui font de la sculpture, moi c'est ça que je fais. Ouais. T'écris beaucoup pour des humoristes sur scène? Moi, je te Plus maintenant. Plus maintenant, c'est ça, mais c'est quelque chose que tu referais ou c'était-tu difficile pour toi? Parce que c'est un autre type d'écriture quand même. Oui. Ça m'intéresse moins parce que veux pas, faut que tu plies ta voix à celle de l'autre, ce que je fais de moins en moins, que je fais plus, vraiment. Même avec Marc, c'est tellement organique notre façon d'écrire que ce que moi j'écrivais, ce que je pensais, et ça rejoignait ce que Marc voulait dire. Fait que il y avait une espèce de mariage parfait là-dedans, où c'était pas un effort pour moi de me dire « Ah, Marc voudrait dire ça à la place de... » Mais pour un humoriste sur scène, j'aurais... peut-être pas de la misère, mais c'est pas quelque chose vers quoi j'irais naturellement. J'ai déjà pensé d'écrire un one-man show de moi puis le faire faire par quelqu'un d'autre, par contre. Ça, j'aime ça. En me disant, regarde, quand la personne ne peut plus le faire, quelqu'un d'autre le fera. Ouais, une espèce de canevas, une pièce de théâtre, dans le fond. Une espèce de monologue, finalement. Un brou de one-man show. Et peut-être même pas un monologue, mais des numéros que moi, je voudrais faire, que je ferais pas, que j'ai pas le talent pour le faire ou l'intérêt. T'as jamais voulu te mettre à l'avant-plan? Non. Mais c'est intéressant ça quand même, parce que tu sais, chez l'auteur, il y a ça, là, tu sais, il y a le désir de s'exprimer, t'as des affaires à dire, puis des fois c'est des affaires personnelles à toi, puis tout ça, mais t'as pas envie de te mettre de l'avant. Exact. Mais on dirait que ça s'est jamais fait, ça. J'ai pensé à ça. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas? Peut-être quand j'aurai le temps. Tu consommes-tu beaucoup d'humour sur scène, des humoristes, quelque chose que tu suis cette scène-là? Pas énorme. Plus depuis Like Moi, parce qu'à cause des humoristes que je côtoie, et en les côtoyant eux autres, je vais à des parties de fête et des autres, puis j'en rencontre d'autres. J'ai plus d'affinité et je connais plus d'humoristes de maintenant à cause de Like Moi, que de 20 ans ou de... Okay. Entre les années 90 où je travaillais avec des humoristes sur scène, les années 2000, je connais les gens parce que je vois dans les journaux, etc., mais je les ai pas côtoyés du tout. Toi, tu as travaillé pendant le boom, là, le boom de l'humour sur scène, Anthony Cavana, tu disais, je pense d'âge d'or, là. Tu n'as pas vu Michel Courtemange, ça se peut-tu? Oui, tu travailles avec des grands talents aussi. quand même. Oui, je travaille avec Michel aussi. C'est qui le plus grand talent avec qui tu as travaillé? Probablement, tu vas me dire Marc, là, mais y en a-tu que tu... Grand talent. Des grands talents comiques que tu donnes quelque chose, puis que c'est comme encore mieux que... C'est Marc et Anne, les deux. OK. Anne a quelque chose. Anne, elle a... On parle toujours plus de Marc que de Anne, mais Anne, elle a une maîtrise de ce qu'elle fait. Alors que... Anne, il y a quelque chose de c'est plus qu'instinctif. Il y a une intelligence. Marc aussi. Là, c'est parce qu'on parle moins de Anne que de Marc. C'est pour ça je comprends. C'est une fille, elle comprend c'est quoi l'humour. Là. C'est plus que de l'instinct. Là. Il y a que, fallait moins de même, fallait plus de même. OK. C'est solide. Là, tu vas pas la déstabiliser en disant fallait pas de même. Là, c'est comme, OK. Elle comprend. Puis elle va all-in, il n'y a pas de retenue dans son affaire. Ça marche pas, c'est comme, c'est de la merde, ça. Elle catch, ouais. Puis il n'y avait pas d'ego là-dedans, elle n'est pas blessée. Il faut qu'elle soit en confiance avec les gens qui... Mais c'est une fille qui quand elle a cette intelligence-là, en plus de l'instinct qui est... Ouais. Et elle a une palette. Elle peut jouer la pire colonne au monde comme une comtesse la plus sophistiquée que tu peux pas avoir. Fait que c'est vraiment quelqu'un avec qui travailler de très agréable. Ouais. Comme Marc. Ouais.
Alors, les deux ensemble, tu peux t'imaginer. Ouais, c'est un dream team, là, carrément. Mais... Ils sont toujours... La beauté de Marc et Anne, c'est quand tu es en montage. Ah ouais? Puis tu vois l'autre qui est en écoute quand le spotlight est sur un. Il se passe tout le temps quelque chose. Okay. Tu peux toujours couper à l'autre, puis il y a quelque chose. Ouais. Il y a une étincelle, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, il y a une réaction, il y a un sourcil qui se lève au bon moment. Il y a comme... Ils sont présents. Il y a une présence, ils sont là. Y a-t-il une petite forme de... Là, je pensais à Le cœur a ses raisons, mais bon, ça marche sur tous les projets. Pas une forme de compétition, mais avoir envie que ce soit le plus drôle possible, puis d'amener là, ton épaule à la roue, puis de faire comme non, mais moi, je veux dire, je peux pas juste... Au niveau des comédiens? Au niveau des comédiens, ouais, dans leur dynamique. Puis ça, c'est quelque chose que tu sentais qui était comme non, moi aussi, je veux un peu de shine là-dedans. Dans le meilleur des cas, et Marc et Anne, c'est une synergie entre les deux. C'est comme... Naturellement, puis ils se font monter les deux. Là, c'est pas une compétition du tout. Et il n'y a pas deux personnes qui se trouvent plus drôles un que l'autre. Là, ils se trouvent hilarants, les deux. À raison. Mais c'est pas une compétition. C'est qu'un nourrit l'autre et vice-versa. Là. Fait que Est-ce que tu penses retravailler avec Marc ou éventuellement, ou c'est comme vous n'avez trop fait? Vous voyez encore, j'imagine, vous parlez? Oui, on se voit régulièrement. C'est la première fois que vous aviez pas la première fois, là, mais vous aviez des projets séparés depuis longtemps. Là. Exact. Non, avec grand plaisir. Là. Ouais. À chaque fois, on se le voit. Là. Quand il y aura quelque chose, quand on aura l'idée, on va le faire. Toi, t'écris dans la vie? T'es un gars t'es auteur. T'es-tu un grand lecteur? Je l'étais et je suis tombé dans le piège de cette génération. J'ai les réseaux sociaux et les YouTube et tout. C'est tough, hein? Ça n'a pas de sens. T'as un déficit d'attention maintenant. Oui, j'ai perdu la patience pour lire. Fait que je suis zéro maintenant. Fait que j'essaie de m'y remettre, mais avant ça, je pouvais avoir 3 livres en même temps que... Ouais. C'est un sur ma table de chevet, un dans le salon, tout. Puis là, maintenant, déjà là, c'est un peu déficit d'attention, ton affaire, là, pas capable de te concentrer sur un, mais ouais. D'y retourner, alors que là, j'ai le même livre depuis 3 vacances. C'est quoi? C'est un livre de science-fiction chinois. Un livre de science-fiction chinois? C'est extraordinaire, c'est une trilogie. Ça s'appelle Le problème des 3 quarts. OK, je connais pas. C'est extraordinaire. Ah ouais. Mais t'as de la misère à le finir. T'sais, il va paragraphe par paragraphe. C'est le dernier. Il me reste... je le lis sur Kindle. Il me reste 10% à lire. Ça finit pas bien. Pour l'humanité, j'en dis pas plus. C'est qui tes auteurs préférés en roman pis tout ça? T'as-tu... Dans le temps que j'en lisais plus, j'aimais beaucoup... roman, là, quelqu'un ça me parlait... Douglas Coupland, j'aimais beaucoup. Qui a écrit Generation X, puis c'est lui qui a trouvé en fait cette nomenclature-là pour cette génération-là. Puis par la suite, d'autres, j'aimais beaucoup le roman américain des années 80-90, cette génération-là, une espèce de ce qui était les millénarios d'aujourd'hui à cette époque-là, dont je faisais partie. Ouais. Le propos social, puis quand c'était proche de notre réalité. Comment est-ce qu'il s'appelle, donc, celui qui a écrit... on en a parlé récemment. Bret Easton Ellis, Exactement, le American Psycho, etc. Qui est très critique des millénarios. Exactement. T'as-tu cette vision-là, en tant que Génération X, toi? Ouais. Oui. T'as-tu cette vision-là, parce que là, tu vas écrire une série encore un peu sur les de jugement et de... Ben, je sais pas si... Oui, il juge, là. J'ai l'impression qu'il juge beaucoup, là. Mais oui, là, tu sais, ça critique la victimisation, puis, tu sais, tous les social justice warriors, puis on se valorise en tant qu'opprimé, puis tout ça. C'est quelque chose où tu n'as pas d'opinion là-dessus. Non, j'ai une opinion. Ouais, pas... Non. Toi, ça prend une opinion maintenant. Non, mais ce que je déplore, c'est que ces gens-là qui ont eu 30 ans, qui ont eu 20 ans, qui ont eu 25 ans, prends-les à leur époque, mets-les à l'époque aujourd'hui, avec la réalité sociale, ils vont faire exactement la même chose. Exactement la même chose. Fait que le regard, t'as pas vécu la même chose, tu ne le sais pas ce qui se passe en ce moment, tu sais pas c'est quoi la réalité, tu sais pas c'est quoi de travailler à 35 ans, d'avoir encore des colocs parce que tu pourras jamais te payer de maison. Tu ne sais pas c'est quoi. T'sais. Ouais, c'est plus difficile. Exactement. Oui, c'est plus difficile. Il y a des sensibilités qui sont plus aiguisées qu'il l'était à l'époque, là, par rapport aux problèmes sociaux, etc.
que c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et pour traiter de ça, ben souvent on va dans l'extrême, au niveau de sensibilité extrême par rapport à ces causes. C'est un balancier, ça va revenir au moment on en est là en ce moment. Ouais, puis des fois on cherry-pick certains trucs qu'on trouve épouvantables, puis on prend ça, on généralise ça, puis c'est ça la réalité finalement. Puis avec le recul, regarde, va voir un fil de nouvelles de 20 ans, de 30 ans, c'était pas mieux. Ouais. C'était vraiment pas mieux. Tu sais, t'avais le sida, t'avais le monde qui mourait à gauche, à droite. Ouais. T'avais l'homophobie, ça faisait partie des gènes. Là. Ouais. C'était même pas considéré. Tu pouvais pas voir deux gars se tenir la main dans une émission de TV. Ça n'existait pas. Ouais. Tu sais. Fait que j'ai l'impression que les jeunes en ce moment, ils veulent que ça progresse, ça continue à progresser tout le temps. Puis j'ai l'impression que je découvre qu'il y a des gens qui sont comme non, c'est bon, là, on a des acquis, ça c'est fait, là, si vous chialez pour rien, vous victimisez, mais tout va bien. C'est comme, non, je pense pas. Il y a toujours des affaires à améliorer quand même. Pour atteindre un point qu'on trouve confortable à une époque, ça prend toujours ces personnes-là qui vont aller beaucoup plus loin et qui rendent tout le monde inconfortable pour avoir qu'il y ait un retour du balancier où on se dit « Ah, OK, ici, on est correct. Ici, on est bien. » À un moment donné, on ne sera plus bien là. Fait que l'autre génération va nous amener encore plus loin. C'est ma vision peut-être un peu simpliste de tout ça. Mais j'aime bien ça. J'aime ta vision simpliste de tout ça. Fait que prends les gens, les boomers, etc. qui... si on leur avait donné les réseaux sociaux à l'époque, là, ça aurait été complètement autre chose là, quand même. Là, ça aurait été la même chose qu'on voit aujourd'hui. Ouais. Ben, quoique non, il faut que les valeurs sociales viennent... Non, je comprends, mais quand tu as le pouvoir de t'exprimer aussi, on a démocratisé ça quand même, l'opinion, puis le outrage, puis c'est un peu normal qu'on se rende jusque-là, j'ai l'impression. Ouais. Ben, merci, Marc, d'être venu à mon podcast. C'était vraiment... c'était très intéressant. J'espère. Bravo pour tous tes projets. Merci beaucoup. Je vais suivre ça avec intérêt pour ton prochain projet. Merci. Bye-bye. Bye.